Ma chère ambassadrice, je suis content de te retrouver et je vais voir avec toi 6 astuces qui vont te permettre de voir quand est-ce que le pervers narcissique est en train de te mentir. Donc écoute bien cette vidéo jusqu'au bout. Je vais t'apporter des éléments très précis qui vont t'aider véritablement à devenir presque une experte de personnes qui peuvent te mentir lorsque tu discutes avec elles. Mais là, bien sûr, pour le thème qui concerne le thème que j'aborde systématiquement, c'est les relations toxiques, les pervers narcissiques, tout ce qui tourne autour de la manipulation, le harcèlement, ce genre de choses. 6 astuces pour déceler que le pervers narcissique avec qui tu vis est en train de te mentir. La première astuce est la suivante. Les spécialistes qui se sont penchés bien sûr sur la manière dont une personne peut mentir, ils ont élaboré ce premier signe autour du comportement de base. C'est-à-dire qu'en temps normal, lorsqu'une personne s'exprime, parle de choses tout à fait normales, il n'est pas en train de mentir, elle n'est pas en train de mentir, elle va se comporter, avoir un langage physionomique, un langage corporel et une gestuelle qui sont habituels avec sa façon de s'exprimer. Tu vois, là, je suis en train de parler, j'ai une gestuelle avec ma main, avec mon visage, en fonction de mon tempérament, du sujet que j'aborde, pour accentuer, pour pouvoir bien sûr ponctuer mes dires en fonction de l'importance que je veux leur donner. Eh bien, tout à chacun a une gestuelle physionomique, corporelle, gestuelle, qui lui est propre. Et donc, cette gestuelle qui est dite une gestuelle de base, normale, eh bien, c'est sur celle-là qu'il va falloir faire référence. C'est-à-dire qu'on connaît cette référence de base, de gestuelle, qui concerne la personne, et c'est au moment où on aborde une discussion, un sujet qui va peut-être mettre mal à l'aise la personne, ou c'est peut-être un sujet tendu, c'est d'essayer de voir quelle gestuelle qui est utilisée à ce moment-là. Et notre comparaison se fera en fonction de la gestuelle habituelle par rapport à celle qui est inhabituelle. Si jamais il y a une gestuelle, un comportement, des expressions physionomiques qui sont différents de la norme, c'est un signe que la personne n'est pas tout à fait elle-même, en tout cas soit gênée, soit en train d'essayer de dissimuler ce qu'elle peut ressentir, dissimuler une part de la vérité. En tout cas, on a bien compris que la personne n'est pas à l'aise et que probablement le mensonge est tapis dans l'ombre. Ça, c'est la première astuce. Sache presque par cœur la gestuelle, les expressions physionomiques, le langage corporel de ton interlocuteur et entre autres, bien sûr, si c'est ton compagnon, si c'est ta compagne, eh bien, tu connais sa gestuelle, tu connais ses expressions, ses mimiques et ça, c'est ce qui la représente, cette personne. Et si jamais ces mimiques, ces gestuelles, ce qui fait qu'elle est elle-même, ce n'est plus comme d'habitude, pose-toi la question. La deuxième astuce, c'est ce que j'appellerais le syndrome de celui qui est pris en flagrant délit. Tu sais, lorsque tu surprends une personne en train de faire quelque chose qui, éthiquement parlant, n'est pas bien, ou qui est interdit, ou qui déroge à une règle, ou tout simplement elle se permet de faire quelque chose qu'elle ne devrait pas, eh bien, on arrive à déceler chez cette personne une certaine gêne. Ça se voit surtout sur son visage, dans ses yeux, dans son comportement. C'est comme s'il y avait une arrêt sur image. Imagine-toi lorsque tu rentres dans une pièce et que tu surprends une personne en train de fouiller dans un tiroir ou essayer d'avoir accès à un lieu sous clé et tu la vois en train de trifouiller dans une pièce dans laquelle elle ne doit pas se trouver. Et tu ouvres la porte, tu la prends en flagrant délit. La personne, généralement, elle est figée. Son regard est figé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de clignement d'yeux, elle est là. Et c'est comme si
elle était prise sur un arrêt sur image, c'est-à-dire c'est comme si elle voulait se faire toute petite, cette personne. C'est marrant d'ailleurs de voir des personnes agir de la sorte. C'est comme si on avait fait pause sur la cassette vidéo et elle bouge plus. Comme si le fait de pas bouger, c'est 1, 2, 3 soleils, tu me vois pas, je bouge pas donc j'existe pas. C'est bizarre comment elle est faite la psychologie humaine, mais c'est exactement ça. Regard figé, et c'est comme si on voulait dissimuler avec nos mains, en ne bougeant plus, comme si on ne voulait pas continuer l'action qu'on était en train de faire. Parce que continuer l'action qu'on est en train de faire, c'est finalement révéler la bêtise, la règle qu'on déroge, l'interdiction, on est en train de le révéler. Donc c'est pour ça que le syndrome de la personne prise en flagrant délit, c'est d'avoir un regard figé pour ne pas se trahir au niveau du regard et essayer de savoir si l'autre a compris ce qu'on est en train de faire et d'essayer de ne plus agir au niveau de ses mains, comme si on voulait dissocier notre cerveau et notre action manuelle. Ça, c'est typique des personnes qui essaient de cacher quelque chose, qui essaient de mentir. Donc c'est, comme je viens de te dire, un regard figé, une main qu'on aimerait mettre derrière soi pour pas qu'on dévoile ce qu'on est en train de faire, cacher sa main. C'est pour ça souvent sur les illustrations, lorsqu'une personne ment, on aura tendance à faire un cerveau qui est très rétréci, un regard qui est largement grand ouvert et une main qui est dessinée très très grosse, mais souvent sous la table. Comme s'il y avait ce besoin de dissocier la partie cérébrale avec la main. Psychologiquement parlant, la personne, en fait, c'est comme si on l'avait pris en photo, en flagrant délit, de faire une bêtise. C'est pour cette raison qu'elle a cette expression-là. Donc si jamais tu abordes une discussion avec ton pervers narcissique, désolé pour l'expression, mais quelque part c'est pas faux. Si jamais tu discutes avec et tu commences à poser une question où le terrain est un petit peu miné et que tu sens justement que ça va pas forcément plaire, regarde bien la façon dont elle te regarde et la position de ses mains. S'il y a ce besoin de cacher la main ou comme s'il y avait le regard qui commence à s'écarquiller, il y a de grandes chances que soit elle s'apprête à mentir, soit elle est déjà en train de mentir parce qu'elle a commencé à répondre avec son comportement. La troisième astuce que j'ai envie de partager avec toi, cette astuce, elle est liée aux micro-expressions du visage. On sait pertinemment que notre visage est un moyen de communication énorme. Et lorsque on discute d'un sujet, notre visage est là justement pour révéler ce qu'on en pense, ce qu'on ressent intérieurement. Le visage est l'éclat de notre âme. L'éclat de notre âme. Il y a plusieurs muscles du visage. On en a beaucoup. Alors le nombre, je ne le connais pas, mais ne serait-ce que pour faire bouger la bouche de plusieurs façons. Le nez, les yeux, les sourcils, le front, les oreilles pour ceux qui arrivent à les bouger. Voilà, les joues, les fossettes qu'on peut avoir, les pommettes. Hein. Y a quantité d'expressions au niveau du visage. C'est pour ça que on dit qu'il faut être très attentif aux micro-expressions du visage, ce qu'on appelle la microphysionomie. La microphysionomie permet de déceler lorsqu'une personne est en train de communiquer un de ses ressentis, qu'elle est en train de simplement libérer une émotion parce que le visage est ni plus ni moins l'éclat de notre âme. Donc, sois très très attentif à la façon dont il va bouger. Les rictus, se mordre la lèvre, un petit clignement d'œil, une des narines qui gonfle,
ou au contraire qui se pince. Tu vois, c'est autant de choses qui peuvent être, en tout cas, révélateurs que la personne est en train de révéler, de laisser s'échapper une émotion qu'elle ne pourra pas, quoi qu'il arrive, contenir. Parce que le visage ne peut pas contenir indéfiniment ce qu'il ou elle ressent, parce que le visage, tout simplement, c'est l'éclat de l'âme. Donc, tôt ou tard, on est obligé, même si on arrive à faire taire notre verbe, faire taire notre langage corporel, mais c'est beaucoup plus difficile de faire taire notre langage physionomique, ce qu'on appelle la microphysionomie, parce qu'on se trahit tout simplement. La quatrième astuce, c'est les yeux. Les yeux, c'est la fenêtre qui donne sur notre âme. Le visage, c'est l'éclat, mais les yeux, c'est la fenêtre qui donne directement sur notre âme. Si tu sais regarder un regard, tu as accès directement à l'âme de la personne, c'est-à-dire directement à l'intérieur de son ressenti. Si jamais cette personne, lorsqu'elle parle avec toi, lorsque tu as abordé une discussion, tu as posé des questions précises, sans parler de la réponse de la personne, mais simplement que tu regardes son regard et que tu as constaté que son regard est figé, plat de clignement d'yeux. C'est comme si le regard était devenu vitreux, sans vie. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure dans la deuxième astuce, c'est un signe que ta question dérange et que la personne s'apprête certainement à vouloir dissimuler, camoufler, en tout cas rendre inaccessible son ressenti. Parce que si jamais elle exprime son ressenti, tu pourras facilement savoir s'il y a mensonge ou pas dans sa réponse, si le verbe, la bouche, commence à parler. Parce qu'il va y avoir une dissociation complète entre le ressenti de la personne, qui témoigne véritablement ce qu'elle ressent par rapport à la discussion qui est abordée, et la parole. On sait pertinemment que la bouche, tout ce qui sort par la bouche, ça peut être un tas de choses fausses. On peut dire ce qu'on veut. On peut avoir des belles paroles, on peut avoir, et qu'on ne pense pas, on peut avoir des paroles très pourries. C'est pour ça que la bouche, faut pas s'y fier. D'ailleurs, quand tu veux connaître véritablement une personne, comme j'ai pu te le dire déjà dans une vidéo, ne regarde pas et ne reste pas concentré sur ce qui sort de sa bouche. Regarde plutôt ses actions. Parce que ses actions révèlent véritablement qui elle est, qui il est véritablement. Donc si jamais il a un regard figé, tu peux être sûr que ça trame quelque chose. Ou s'il a un regard un peu fuyant, il n'ose pas te regarder en face, tu peux être sûr que quelque part, il ne se sent pas à l'aise. Alors ce qui est intéressant entre le regard figé et le regard fuyant, c'est que lorsque le regard est figé, c'est que souvent, c'est comme s'il était pris sur le coup, sur le vif. Et donc, du coup, il préfère ne plus réagir, comme le 1, 2, 3 soleil. C'est un peu pareil, c'est-à-dire, il sent que il va laisser échapper une émotion, qu'il risque de se trahir dans l'expression du visage et dans le regard. Donc, du coup, il préfère rester le regard figé, sans clignement d'yeux, parce que tout simplement, il sent qu'il va se trahir lui-même. Donc ça veut dire qu'il est pris sur le fait de la discussion, de la manière dont tu l'amènes, et il n'est peut-être pas préparé. Donc c'est pour ça que c'est comme un flagrant délit, c'est-à-dire, ah, qu'est-ce qu'elle me dit là, qu'est-ce qu'il me dit là. Donc c'est comme si, voilà, arrêt sur image, 1, 2, 3 soleil, il veut rien dire, c'est un signe. Par contre, lorsqu'il est fuyant, c'est pour faire la différence entre le regard figé et le regard fuyant, quand il est fuyant, c'est-à-dire qu'il a décidé, ou elle a décidé, de réellement mentir et d'assumer son mensonge. C'est-à-dire que, bon, voilà, je ne te regarde pas. C'est déjà que je suis en train de préparer ma défense, la parade, qui va me permettre de m'échapper. Quand on fuit du regard, c'est-à-dire qu'on prépare sa fuite. C'est comme si on cherchait
une aspérité, voilà, où est-ce que je vais pouvoir me barrer? C'est ça le regard fuyant, c'est-à-dire j'ai besoin de partir. Pire, si jamais tu sens dans le langage corporel qu'il y a un pas qui a été mis vers l'avant ou un des pieds qui se dirige vers l'extérieur, c'est que c'est clair et net. Il y a ce besoin de fuir la discussion parce que la discussion dérange. Donc, sois très attentif au regard. La 5e astuce que je te donne, ce sont les faux sourires. Tu vois, si tu as remarqué, on reste beaucoup figé sur le visage et les yeux parce que tout est là. Tu sais, le sourire, ce genre de sourire, où les yeux n'interagissent pas du tout. Eh bien, lorsque tu as affaire à ce genre de sourire qui n'est pas du tout sincère, dis-toi bien une chose, c'est que là, pareil, tu abordes une discussion dérangeante. Tu vas commencer à poser une question pour laquelle la personne cherche à préparer une défense, cherche à préparer une fuite, cherche à préparer un mensonge, tout simplement. Elle ne se sent pas à l'aise et dans le langage physionomique, il y a... C'est comme si on découpait le visage en deux parties. La partie de la mâchoire, la bouche, la partie basse, et au-dessus, la partie haute. En fait, ce sont les yeux et la bouche qui sont constamment associés. Lorsqu'une personne parle tout naturellement, eh bien, le regard et les yeux sont associés dans l'expression, dans la pensée, dans l'action. C'est-à-dire que la personne est véridique. À partir du moment où il y a une dissociation œil-bouche, ça veut dire que la personne n'est pas sincère dans ce qu'elle va penser, dire, voire agir. C'est-à-dire que la personne, elle essaye de ne pas révéler ce qu'elle ressent, ne pas dire véritablement ce qui en est, parce que la discussion la gêne, ça risque de la révéler sur qui elle est, ce qu'elle a fait, ce qu'elle pense. Et du coup, ne voulant pas subir le jugement, parce que quand une personne ment, c'est parce qu'elle veut fuir le jugement. Elle n'a surtout pas envie qu'on sache qui elle est, parce que le jugement lui fait peur. Elle est pétrie de peur de savoir ce qu'on pourrait penser d'elle si jamais on sait ça d'elle. Voilà pour quelle raison la personne cherche à mentir. Donc, regarde bien si jamais c'est des faux sourires, des sourires serrés, où la mâchoire est complètement serrée. On sourit, mais c'est un sourire, un sourire jaune, comme on dit. C'est-à-dire que le haut du visage et notamment les yeux ne suivent pas. Parce qu'en réalité, il existe, je l'ai déjà abordé dans une vidéo, il existe une seule vraie émotion qui est la peur, et tout le reste, ce sont des ressentis. Donc du coup, nos ressentis, il y en a 7 en tout, donc l'émotion, la seule et unique, la vraie, la peur, mais après des ressentis, il en existe plein, tels que la colère, la joie, la honte, le dégoût, le mépris et la tristesse. Ces ressentis-là, ce sont des ressentis qu'on peut avoir régulièrement tous les jours. Eh bien, sache une chose, c'est que chaque ressenti et l'émotion, la peur, elles s'expriment toutes, soit par l'œil, par les yeux, soit par la bouche. On va prendre l'exemple on va commencer par les yeux. Une personne qui est en colère, sans devoir ouvrir la bouche, sans devoir avoir un langage corporel, les yeux, c'est comme si les yeux veulent sortir des orbites. Et bien sûr, l'expression du visage, le front qui se fronce, voilà, les sourcils qui ont tendance à se grossir au-dessus, qui se prononcent au-dessus des yeux. Ça, quelqu'un qui, sans avoir la bouche, c'est quelqu'un qui fait comme s'il voulait faire sortir ses yeux, c'est quelqu'un qui exprime de la colère sans toutefois le dire ou le révéler. Mais ses yeux l'expriment. C'est pour cette raison qu'on communique avec son regard.
Il y a un autre ressenti qui se témoigne également avec les yeux, c'est le mépris. Quand on dit se regarder en chien de faïence, quand on n'aime pas une personne, on n'aime pas ce qu'elle fait, ce qu'elle est, ce qu'elle pense, on a du mépris pour cette personne, on n'ose pas la regarder en face, comme une personne qui pourrait être en colère pour lui montrer qu'on est en colère, on a tendance à la regarder bien en face avec les yeux qui ont tendance à sortir. Mais là, c'est plutôt de côté. On la regarde de côté, hein, avec l'œil qui vient sur le côté, d'un côté ou de l'autre. Mais c'est vraiment du mépris, c'est-à-dire on ne regarde pas vraiment la personne, mais à un moment donné, on lâche le regard sur le côté. C'est un regard en chien de faïence, c'est-à-dire qu'on ne supporte pas la personne. Et donc du coup, on préfère la regarder de côté parce que c'est comme si on se disait, elle ne mérite pas mon regard. T'imagines tout ce que le regard est capable de communiquer comme information, sans toutefois avoir le reste du corps qui parle, ni même la bouche qui s'exprime. Une autre façon d'exprimer un ressenti au travers du regard, ça va être la honte. Et la meilleure expression de la honte, c'est un enfant. Le regard tombe avec la tête. C'est-à-dire qu'on a tellement honte qu'on n'ose pas regarder la personne en face. Et je pense que tu as dû faire également cette expérience, toi. Tes parents t'ont pris en flagrant délit de faire une bêtise ou quelque chose, ils te raisonnent, le ton de la voix monte, mais t'es pris en flagrant délit, tu ne peux rien dire, donc tu as la tête qui tombe. Ton parent va t'enguirlander et il va te sortir « Regarde-moi quand je te parle !» Donc tu vas la regarder, mais si tu as un regard un peu trop en posture, je reprends de la vigueur, de la force, le parent va le prendre comme si c'était un affront. Donc il va te dire « Baisse ta tête quand je te parle !» On a tous fait cette expérience, je pense. Alors qu'on lève ou qu'on baisse la tête, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Mais généralement, quand on nous prend sur le coup de faire une bêtise, on nous prend en flagrant délit, on a honte. Ou quand on nous annonce qu'on nous a vus ou qu'on sait qu'on a fait une bêtise, on a le regard qui tombe. Parce qu'on a honte. On exprime avec notre regard, rien qu'avec les yeux, ce qu'on peut ressentir, notre ressenti. Il y a également le dégoût qui est exprimé avec les yeux. La colère, c'est les yeux qui sortent de l'orbite, mais le dégoût, c'est comme si c'est les yeux qui veulent rentrer dans les orbites, c'est-à-dire... Alors si jamais on devait l'exprimer avec le reste du visage, c'est comme si, voilà, c'est les traits du visage au niveau de la bouche qui veulent aller vers l'arrière, comme si on voulait reculer, on ne veut pas s'approcher de la chose. C'est pareil pour les yeux. Les yeux se font tout petits comme si on voulait rentrer. Eh bien, laisse-moi te dire que pour la bouche, c'est pareil. Je te donne l'exemple du ressenti de la tristesse. Quand on est triste, la bouche, elle tremble. C'est comme si, voilà, on peut plus parler. La bouche, elle vibre, elle tremble. C'est-à-dire qu'on exprime notre tristesse parce qu'on aimerait tellement s'exprimer, mais on ne peut pas. Et la bouche tremble. On exprime également un autre ressenti avec la bouche. Cet autre ressenti, c'est la joie. Quand tu es en joie, on nous annonce par exemple une bonne nouvelle. Ah, en fait, tu sais que tu as été reçu à ton concours? Tout de suite, c'est en fait, c'est la mâchoire inférieure et supérieure qui se dissocient. C'est-à-dire que, comme si on était, on est content. Et l'expression de la joie, souvent, on ouvre, c'est comme si on voulait écarter. Alors bien sûr, les yeux participent. Les yeux ont tendance à s'écarquiller, mais ça s'apparente surtout au niveau de la bouche. Parce que souvent, quand c'est timide, les yeux ne vont pas forcément agir, mais c'est la bouche qui va s'exprimer. En tout cas, la mâchoire va se desserrer. Alors que quand c'est la colère, ça constricte. Quand ça donne de la joie, ça donne une bonne nouvelle, ça dissocie. Ça libère le masséter, le petit muscle qui est là. D'ailleurs, quand on est énervé, souvent, ou quand on a du mépris, on ferme la mâchoire, on fait ressortir ce petit muscle qu'il y a de chaque côté. Quand c'est la joie, c'est l'inverse. On détend cette zone-là. Eh bien, il y a également le dernier, un autre ressenti qui permet de s'exprimer avec la bouche, c'est la peur. Tu sais, lorsqu'on a peur, lorsqu'on entend un bruit ou lorsqu'on apprend une mauvaise nouvelle, ou c'est le fait de vouloir cacher sa bouche.
pareil, la bouche s'ouvre, mais c'est comme si on a besoin de cacher. Voilà. Ça a un lien avec la bouche. Tu vois, toutes ces façons que le visage, ce qu'on appelle les micro-expressions physionomiques, c'est suffisant pour savoir qu'une personne est en train de révéler une émotion. L'éclat de l'âme, les yeux, la fenêtre de l'âme. À partir du moment où tu as appris à comprendre comment on utilise notre visage et nos yeux, et qu'à partir du moment où la bouche et les yeux sont dissociés, tu sais pertinemment que le pervers narcissique est en train de tramer quelque chose contre toi. 6e et dernière astuce pour savoir si le pervers narcissique est en train de te mentir. Si jamais tu abordes une discussion, tu poses des questions et tu sens que, bon, déjà, les 5 premières astuces t'ont déjà beaucoup renseigné, mais tu veux aller plus loin. Tu veux lui montrer peut-être que tu sais qu'il est en train de mentir, ou tu veux le prendre à défaut dans son comportement ou par une parole qui va le trahir. Tu veux insister, tu poses des questions, tu insistes et tu insistes. Forcément, si il est en train de mentir, si elle est en train de mentir, la température de son corps va augmenter parce que tout simplement, il va y avoir une libération de cette hormone du stress qu'on appelle l'adrénaline et la cortisol. Comme il a besoin de calmer son stress, eh bien, il sécrète ces hormones, mais c'est des hormones actives. Donc, il va y avoir chaleur qui va se dégager, sudation. Sudation également entre la lèvre supérieure et le nez. Souvent ici, il y a des petites gouttes. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle des sueurs froides, hein, par contre. Ou des fois même au niveau de l'aisselle. Bon, là, tu le verras un peu moins. Ça coule tout seul. Il y a des gens qui suent facilement parce que ils sentent que là, ils vont passer un mauvais quart d'heure. Les questions vont devenir de plus en plus précises et le redoutent. Et comme ils sont silencieux et avares de réponses, la seule réponse qu'ils ne peuvent avoir, c'est sur l'expression physionomique, les yeux, la bouche. Mais eux, ils veulent absolument contenir les émotions. Ils ne veulent pas les laisser s'échapper. Mais on a dit tout à l'heure, bien sûr, que l'éclat de l'âme, qui est le visage, ne peut pas contenir indéfiniment. Tôt ou tard, il va laisser. Ça dure que quelques secondes. Attention, il faut être très attentif et bien regarder le visage. Il va laisser passer une information. Donc, si jamais tu vois de la sueur, alors ce ne sera pas une sueur comme si tu avais fait un sport, c'est la petite goutte qui s'échappe. Ici, ça commence. Tu sais, la personne, lorsqu'elle ne veut pas dévoiler l'émotion qui monte, elle essaie de le contenir, elle ne veut pas le montrer sur le visage. Généralement, elle est figée, on dissocie la bouche des yeux, et souvent, elle est prise au piège par ses propres paroles. Tu reprends ses paroles, tu la reformules, et tu lui montres que tu la pièges. Et que là, elle ne sait plus quoi répondre. Souvent, elle ne dira plus rien, mais elle va laisser échapper une déglutition qui va la trahir. C'est-à-dire, tu vois, ce fameux bruit, il y a un grand silence, parce qu'en fait, c'est le silence qui va révéler qu'elle est en train de mentir, et c'est le bruit de la déglutition. Ça va faire... et ça va s'entendre dans toute la pièce. C'est en ce sens que le pervers narcissique est en train de se trahir. Parce que quand elle est à l'aise et quand elle ne ment pas, il n'y a pas de blanc. On n'entend pas les mouches voler tout simplement. Et une chose également qui est sûre, c'est que elle ne cherche pas à répondre avec du silence. Elle va se faire entendre. Il n'y aura pas de temps mort, de blanc gênant qui mettent mal à l'aise. Il n'y aura pas de ça. Et généralement, le regard, comme je t'ai dit dans les astuces précédentes, est un peu fuyant, comme si on cherche la porte de sortie. Et cette espèce de grande déglutition qui retentit et qui nous trahit, tout simplement. Tu sais, toujours dans cette 6e astuce, si jamais la personne, avant d'apporter une réponse, parce que tu insistes dans tes paroles, tu la vois, elle se touche la barbe, elle commence à se caresser le visage. Le fait de se caresser le visage, n'oublie pas, quand tu veux calmer un enfant, qu'est-ce que tu fais? Ça calme. La personne, inconsciemment, essaie de se calmer en se touchant le front, le visage, tu vois, la barbe. Elle temporise, elle gagne du temps avant de répondre. En fait, elle essaie de calmer son stress.
Tu vois? C'est de cette façon qu'elle est en train de se trahir. Ou des fois, lorsque tu as posé la question, elle a à peine regardé vers toi et tu vois, elle est toujours dans le regard fuyant. C'est pour ça que le regard, c'est la meilleure des choses. C'est pour ça que ça s'appelle la fenêtre de l'âme. Elle vient se caresser derrière la nuque. Et tu sens qu'elle cherche sa réponse. Elle est en train de te révéler, et par contre là c'est du langage corporel, que ta question la dérange. Voilà, tout ce que tu peux vérifier pour devenir une vraie experte, un vrai expert dans le décryptage d'une personne qui est en train de te mentir. N'hésite pas à utiliser tous ces petits conseils, n'hésite surtout pas à re-regarder cette vidéo parce que là je t'ai donné 6 astuces béton qui vont te permettre de véritablement savoir quand une personne est en train de te mentir, mais surtout lorsque le pervers est en train de mentir. Dernière chose, si jamais le pervers narcissique commence à s'énerver, tu fais mouche. Elle est en train de te mentir. En tout cas, elle est en train de te prouver que tu la déranges énormément. Ou sinon, qu'elle essaye de retourner la chose contre toi. Elle répond à côté. Le fait de répondre à côté quand on ne répond pas complètement aux questions, cadeau, 7e astuce. Ça veut dire qu'elle est en train de mentir. J'en dis pas plus, ça fait plus d'une demi-heure que je te parle, mais c'était une vidéo très très intéressante. Merci de m'avoir écouté, petit commentaire, à la prochaine vidéo, ciao.